toutes et à tous, et merci d'avoir bravé le froid et en guillant dehors, et d'avoir zappé également des discours politiques annoncés, paraît-il, pour venir écouter des discours non politiques mais très historiques, et certainement plus passionnants pour les amateurs d'histoire locale, puisque vous allez découvrir, présenté par l'archéologue, le résultat de ces fouilles qui ont eu lieu préventivement sur le site de l'abbaye pour l'agrandissement de la maison de retraite. Je profite de ce petit mot pour vous souhaiter évidemment à toutes et à tous une excellente année 2024 qui, on l'espère, sera placée bien sûr sous le signe du patrimoine et de la culture historique, et éventuellement un peu de la culture sportive avec un petit événement qui a lieu en région parisienne durant l'été. Voilà, et je laisse la parole à Ludwig Gohin, que je vous demande d'applaudir. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc, je suis Ludwig Gohin du Conseil départemental du Val-de-Marne et du service archéologie. Donc, en 2020, je vous expliquerai on a fait une fouille dite d'archéologie préventive sur le site de l'abbaye de Saint-Maur. Donc, c'est le service archéologie avec l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et donc, cette petite introduction, je vais vous présenter le contexte d'abord de Saint-Maur, que je suppose que vous connaissez bien, mais qui a quand même son intérêt. Donc, la commune de Saint-Maur, avec ses 1125 hectares, occupe la totalité du dernier méandre de... Est-ce qu'on a un pointeur? Est-ce que vous voyez ma flèche là? Oui. Donc, le dernier méandre de la Marne avant sa confluence avec la Seine. Donc, la commune s'installe à l'intérieur d'une vaste boucle, une magnifique boucle, que forme la Marne, constituant ainsi une presqu'île composée principalement de la plaine alluviale de la Varenne, formée par un ancien bras de la Seine. Cette boucle est reliée au plateau de Gravelle au nord, au sud du bois de Vincennes, par l'amorce d'une butte au Vieux-Saint-Maur qui se prolonge sur la commune de Joinville. Donc, l'emprise de la fouille est à l'extérieur du parc de l'abbaye, pour l'extension de la maison de retraite, donc au nord-ouest de la commune. Donc, je vais préciser tout de suite qu'on est à peine 100 mètres de la Marne actuelle. Donc, le terrain présente une pente générale du sud vers le nord, évidemment vers la Marne. Les altitudes varient ainsi de 38 mètres NGF à 35 mètres NGF. Ces précisions sur le relief ont leur importance pour le développement du discours. Donc, d'un point de vue historique, de par sa situation géographique, le territoire de Saint-Maur-des-Fossés apparaît comme un lieu de refuge naturel. C'est pourquoi cette configuration propice en aurait fait, selon la tradition, un camp retranché de César au cours de la conquête romaine. C'est selon la tradition et des textes anciens, mais archéologiquement, on n'a absolument aucune preuve. Toujours est-il que les multiples découvertes archéologiques mises au jour sur le territoire de Saint-Maur, et ce, depuis le XIXe siècle, semblent corroborer quand même une occupation plus ancienne. Pour l'abbaye, en 639, la reine et régente Nantilde, veuve du roi d'Agobert et mère de Clovis II, cède les terres royales, fausses à tous, se situant dans cette vaste boucle de la Marne, et décide d'y fonder un monastère. Cette abbaye, qui s'appelle à cette époque Saint-Pierre-des-Fossés, s'inscrit ainsi parmi les premières fondations de monastères au cours du 7e siècle dans la région parisienne. L'abbaye prospère rapidement et devient l'un des principaux établissements monastiques d'Île-de-France, jouissant d'une large autonomie. Mais vers la fin du 8e siècle, le déclin de la dynastie mérovingienne va engendrer des difficultés dans la gestion de l'abbaye. Les bâtiments monastiques ne sont plus entretenus
et vont finir par se détériorer. Mais dès 816, retenez la date de 816, une campagne de restauration de l'abbaye est lancée sous l'initiative du comte Bégon. Il dote l'abbaye d'une maison, d'un port, de vignes et de nouvelles terres. L'église abbatiale est reconstruite plus au nord que l'édifice originel. Les invasions normandes obligent les moines en 861 à fuir une première fois le monastère vers l'abbaye de Glanfeuil, en Anjou actuellement, enfin depuis toujours en Anjou. L'abbaye est occupée et les bâtiments dévastés par les Normands. À la suite de ces invasions, Charles le Chauve ordonne dès 868 de confier au monastère de Saint-Pierre-des-Fossés les reliques du moine fondateur de l'abbaye de Glanfeuil, qui s'appelait Saint-Maur. Et le retour des Normands les oblige à fuir de nouveau en 876. Les moines ne reviennent qu'en 920-921. Des restaurations des bâtiments sont donc à nouveau relancées. Les reliques, donc, ont été rapportées, vont être à l'origine de la grande renommée de l'abbaye qui va accueillir de nombreux pèlerins. Une nouvelle église est dédicacée en 1030 à la Vierge, à Saint-Pierre, Saint-Paul et pour la première fois à Saint-Maur. En 1280, donc on a fait un grand saut, l'abbaye change définitivement de titulature et devient donc l'abbaye de Saint-Maur. En 1315, les moines fortifient l'abbaye en raison de la guerre contre l'Angleterre. Cependant, malgré cela, le monastère et le bourg ne sont pas épargnés au cours des affrontements et certains bâtiments claustraux à l'intérieur de l'enceinte monastique sont détruits et d'autres fortement endommagés. D'après une charte, granges et manoirs de l'abbaye ont ainsi été rasés lors des conflits de 1358-1360 et en 1365, une charte de Charles V mentionne la destruction du dortoir, de la salle capitulaire, du cloître, ainsi que de l'abbatiale. Donc c'est l'église principale de l'abbaye. L'enceinte fortifiée est renforcée grâce au remploi des bâtiments claustraux et de l'abbatiale qui avaient été détruits. L'abbaye tombe en commande en 1493. En 1536, l'abbaye est sécularisée. Les moines donc deviennent chanoines, l'abbaye une collégiale et les abbés des abbés commandataires. Entre 1537 et 1560, les maisons canoniales sont construites. À partir du XVIIe, les bâtiments mal entretenus, mal gérés, menacent ruine. Pour cette raison, notamment, le grand pèlerinage de la Saint-Jean est interdit en 1735. En 1749, le chapitre est supprimé et rattaché à celui de Saint-Louis du Louvre. En 1751, les bâtiments sont vendus au prince de Condé et démolis. En 1858-1861, un propriétaire, Édouard Bourrière, réunit les différentes parties du site. Il fait fouiller le bas-côté de l'église abbatiale et la crypte romane. Il transforme les écuries des chanoines en une villa néo-renaissance, la Villa Bourrière, qui subsiste encore et qui a été bien restaurée depuis une trentaine d'années au moins. Le domaine qui était passé au sénateur Adolphe Maujean est cédé aux sœurs dominicaines qui l'occupent de 1920 à 1958 avant de le revendre à la Caisse des dépôts. Le site est enfin racheté par la ville de Saint-Maur en 1962. Donc la mention de Bourrière nous fait passer au contexte archéologique. Comme dit précédemment, Édouard Bourrière lance la fouille du bas-côté de l'église abbatiale et de la crypte romane. La transformation des écuries en villa permet, étonnamment, la conservation de vestiges du cloître en superposant certains murs sur les maçonneries du XIIe siècle. Là, j'avais fait une opération en 2015 à l'intérieur de la villa, et vous pouvez voir sur les photos, donc, la partie cimentée du mur, qui est la partie de la villa, mais les fondations, on voit des vestiges de portes, et donc de passage, on a des très beaux sols qui sont liés au cloître.
Voilà. Donc, archéologiquement, à part la découverte fortuite de 3 statues-colonnes avant 1920 et celle de sépultures en 1933, il faut attendre 1958 pour que des sondages menés sous la direction du conservateur du musée localisent l'église abbatiale, ce qui permet d'empêcher un projet de logement de la Caisse des dépôts. Mais en 1966, la construction de la maison de retraite de l'abbaye conduit la Société d'histoire et d'archéologie à mener des fouilles de sauvetage qui amènent la découverte du cimetière des moines, des cuisines médiévales, voilà les cuisines, et du pavement émaillé de l'abbatiale. En 1978, ça correspond à la création du service d'archéologie du département. Cette date marque aussi les premières interventions du service archéologique avec la fouille de la nef et de la chapelle Notre-Dame des Miracles. Donc là, avec un sol de terre cuite à l'intérieur de la chapelle. Des tombes fouillées en 1983 avec leur coffrage de pierre. Et 10 ans plus tard, enfin en 1988, des sondages d'évaluation du potentiel archéologique amènent la découverte de 600 fragments de vitrail carolingien. Donc c'est un long sondage entre l'abbatiale et le cloître où il n'y a pas besoin d'être archéologue pour voir qu'il y a beaucoup de vestiges dans cette tranchée. Donc plusieurs dizaines d'interventions archéologiques ont lieu sur le site de l'abbaye, souvent concentrées sur l'église abbatiale et la chapelle Notre-Dame des Miracles. Ces interventions correspondent à des découvertes, des sondages, des diagnostics et des fouilles de sauvetage, des fouilles programmées, mais aussi des fouilles préventives. Ce site, en lui-même, résume ainsi l'histoire de la discipline archéologique. Donc, les circonstances de notre intervention donc en 2020. Donc là, je vais vous parler plutôt du cadre administratif qui me semble aussi intéressant de vous présenter. Donc, au préalable à l'extension de la maison de retraite, résidence de l'abbaye, un diagnostic archéologique a été prescrit par le service régional de l'archéologie qui dépend de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Donc cette intervention archéologique est donc une opération d'archéologie dite préventive, encadrée par une loi de 2001, mise en place en février 2002. Donc l'archéologie préventive a pour vocation de préserver et d'étudier le patrimoine archéologique menacé par les travaux d'aménagement. Elle implique des diagnostics archéologiques, des fouilles et, dans certains cas, des mesures de sauvegarde. Ainsi, le projet d'extension de la maison de retraite pouvait menacer d'éventuels vestiges de l'ancienne abbaye. Donc, avant tout, il y a une prescription de diagnostic archéologique que le service a pris et que j'ai donc mené en mars 2019. Donc, d'abord sur 3 secteurs, mais dont un seul donnera lieu à la fouille. Ce secteur correspondait à un parking, mais une voie devait être conservée pour l'accès pompier, réduisant ainsi notre emprise d'intervention et donc d'observation. Une unique tranchée a pu être réalisée, se décalant régulièrement en fonction des canalisations contemporaines rencontrées, encore en service. Donc là, vous pouvez voir que ici, j'ai pu descendre, mais maintenir un palier de sécurité d'un côté, mais j'ai une canalisation, là on voit un peu le orange, c'est de la bombe pour matérialiser la canalisation, et inversement, de l'autre côté, la canalisation se poursuivait à gauche, et donc on a préféré continuer la tranchée à droite, et encore décaler plus au bout. Et donc là, on stockait nos terres, forcément, il faut en faire quelque chose, surtout qu'on est censé reboucher ensuite. Et de l'autre côté, on avait donc maintenu l'accès pompier. Néanmoins, le diagnostic met au jour des niveaux de démolition et d'occupation, un caniveau, des murs et des sols associés, qui révèlent une occupation du XIVe siècle qui était totalement inconnue dans ce secteur de l'abbaye.
Donc ici, vous pouvez voir à gauche un caniveau qui est donc recouvert de dalles et qui était plâtré sur le dessus. Donc lui était enfoui, on marchait légèrement au-dessus, et à droite, on a le mur avec les belles pierres qui sont en emploi en surface qui constituent l'élévation, le reste des pierres en dessous et la fondation. Mais néanmoins, le fond de tranchée, là où on voit ma plaque et la mire, ne correspond pas du tout au terrain naturel. Mais le respect de mesures de sécurité ne nous permettait pas de descendre plus profondément. Mais de probables vestiges antérieurs nous sont donc encore cachés. Donc, à la suite de ce diagnostic, je rédige un rapport qui expose les découvertes du diagnostic. Il est présenté donc au service régional de l'archéologie, qui lui le présente à une commission territoriale d'archéologie aussi, qui donne un avis sur la prescription de fouilles envisagée par le service régional et son cahier des charges scientifique. Ainsi, les objectifs de la fouille seront, je vous le cite, donc de préciser la chronologie, caractériser les éléments structurants, les organisations spatiales, les statuts et les activités, l'évolution et les phases de transition qui permettront d'expliciter les modalités d'occupation au cours des périodes et de compléter les informations sur les différentes catégories d'établissements qui s'y succèdent. Ainsi, avec ces précisions, vous comprenez qu'une fouille archéologique correspond d'abord à répondre à des problématiques scientifiques et pas seulement à sortir de terre des vestiges et du mobilier. L'aménageur, ici la maison de retraite, avec sa prescription et le cahier des charges scientifiques, lance un appel d'offres qui a été remporté donc par le service archéologie du département, en groupement avec l'INRAP. Et donc, la fouille débute en septembre 2020. C'est le second confinement, si vous vous rappelez de l'époque. Donc, avec une équipe de 5 archéologues et un chauffeur de pelle mécanique pour le décapage, puis d'une mini-pelle mécanique pour la fouille. Évidemment, si nous sommes archéologues, nous sommes avant tout des travailleurs sur un chantier sur lequel les conditions de sécurité doivent être respectées. Ainsi, loin de l'image des Sidney Fox, Tomb Raider et Indiana Jones, les archéologues portent leurs équipements de protection individuelle adaptés au chantier et aux conditions climatiques. Oui, d'accord, oui, comme j'ai entendu. Voilà. Donc, des fois, les gens de chantier que vous voyez sont des archéologues. Donc, voilà, les bottes, la parka, le casque, les gants. On est des travailleurs sur un chantier. Donc, on va passer aux occupations archéologiques. Vous êtes venus pour ça. Donc, la présentation des vestiges se fera dans l'ordre chronologique et donc dans le sens contraire de nos découvertes. En effet, les vestiges les plus récents sont sur les vestiges les plus anciens. Et donc, l'étude de la succession des couches archéologiques s'appelle la stratigraphie et elle permet de caractériser ces niveaux, construction, occupation ou abandon, et de les dater les unes par rapport aux autres. En général, c'est au-dessus et plus récent. Donc, c'est une orthophotographie, enfin une vue zénitale, mais sans aucune déformation, en fin de fouille, donc avec le fond de fouille, et donc vous avez au fond vraiment les vestiges les plus anciens. Donc, on y a découvert un aménagement hydraulique. C'est un terme très large, très générique, parce moi, malheureusement, je n'ai pas de réponse pour l'instant. On a des idées où on argumente pour bien démontrer que ce ne peut pas être ça, mais il y en a d'autres, on n'a pas assez d'éléments, et donc on a plusieurs idées. Si vous en avez, n'hésitez pas, ça me sauvera. Il est constitué de plusieurs aménagements. Donc, j'utiliserai parfois des termes d'interprétation,
mais qui permettent parfois de mieux comprendre leur position les uns par rapport aux autres et comment j'oriente quand même ma recherche. Donc la base de ces vestiges se trouve plus bas que l'actuel niveau de la Marne. Donc le fond de fouille est à la cote de 32 mètres NGF. Et donc je vous avais dit au tout début que le site se développait, la pente générale était de 38 à 35 mètres, donc 38, et le fond de fouille est à 32. Donc on a creusé 6 mètres. C'était pas totalement prévu. Hein. Et donc la base des vestiges se trouve plus bas que l'actuel niveau de la Marne et ont donc été retrouvés sous l'eau au cours de la fouille. Eau que nous devions pomper chaque matin et au cours de la journée pour avoir un délai d'observation et d'étude. Forcément, le matin, on se retrouvait avec 1 mètre d'eau. Donc, voilà. Alors, c'est pas super parlant comme ça, mais cette image reviendra régulièrement et j'espère que vous comprendrez à la fin pourquoi. Donc, une géomorphologue, alors c'est une spécialiste, géo pour le partie paysage et morphologiste qui explique la dynamique de l'évolution des sédiments et des paysages. A déterminé que les niveaux sédimentaires les plus bas, donc c'est ici, enfin, on est un peu plus bas que là, parce que là c'est en coupe, mais là où ça s'appuie, on est vraiment sur un niveau gris où tout le monde voit que c'est de la vase. Mais elle a tout de suite vu que c'était des niveaux en eau, mais à des niveaux d'eau stagnante. Donc, vraiment pas de l'eau en mouvement, pas de l'eau qui coule, comme pour un bras de rivière qui avait été notre première interprétation en cours de fouille, mais elle m'a gentiment corrigé. Le gentiment est ironique. Donc, la coupe que je venais de vous montrer est de ce côté-ci, et il y a son pendant de l'autre côté. Donc comme ça, vous voyez bien les alternances des couches. Donc, hop, complètement au sud, là où on a fait une ouverture à la pelle mécanique, un talus a été aménagé par l'apport de remblais. Contre ce remblai a été adossé un grand mur de 3 mètres de haut. Voilà, très beau mur. Alors, le mur que je présenterai comme un mur de talus s'arrête à ce niveau-là, à peu près la cote à 35,5 à 36. Et donc, à 32 à 36, ça fait les 3 mètres de haut. 32,5 à 35,5, ça fait les 3 mètres de haut dont je vous parle. Qui est composé de grandes dalles calcaires, mais vraiment, pour certaines, vraiment très grandes. À 9 mètres au nord de ce talus, donc à 9 mètres au nord de ce mur de talus, un mur légèrement courbe. Ah, j'ai dû en rater un. Ouais, voilà. Vu du dessus. Un mur légèrement courbe se poursuit vers l'est, tandis que son extrémité ouest, donc ici, est constituée d'un enrochement, donc un beau tas de pierres sur lequel le mur s'installe et s'appuie. Mais vraiment, donc à partir d'ici, ce n'est plus un mur, c'est un tas de pierres. Donc même de face, on voit ici donc le mur et on voit l'enrochement qui est ici en dessous et qui se développe ici. Alors après, il a fallu qu'on passe à travers et aussi pour voir comment il était fait à la pelle mécanique. Et entre ces deux murs, un ensemble de pieux en bois a été découvert. Donc là, chacun des fers à béton matérialise un pieu en bois. Alors, vous allez me dire, ils sont où les pieux en bois? Le problème avec ce milieu continuellement dans l'eau, je vais revenir, donc des pieux en bois, parce qu'en effet, dans ce milieu continuellement dans l'eau,
permet la conservation d'éléments organiques, mais aucun autre élément organique, à part l'épieu en bois, n'a été découvert. Et quand on avait vu ça, nous avons espéré du mobilier en bois, enfin des écuelles en bois, des outils, ou aussi des objets en cuir. Mais non, juste du bois, ce qui était très bien quand même. Ces pieux sont particulièrement imposants. Le plus grand, en tout cas de ceux qu'on a pu extraire, mesure 2,40 m de haut. Donc là, mon collègue mesure 1,85 m. Donc, vous comprenez que c'est bien compliqué à sortir parce que... oui, c'est un peu plus tard. Hein. Donc, certains de ces pieux sont disposés le long des deux murs et d'autres ne semblent pas dessiner une organisation. Mais néanmoins, l'observation est particulièrement biaisée, car seules les têtes de pieux émergentes étaient découvertes. Et c'est pour ça qu'on les matérialisait avec les fers à béton. Donc certains pieux n'ont pas été atteints lors de notre décapage, ni de notre recherche, on a régulièrement cherché. Mais par contre, le problème, c'est une fois qu'on avait trouvé notre mur et qu'on était au fond où l'eau montait continuellement, on ne pouvait pas continuer à creuser. L'eau montait plus vite et on ne pouvait plus revenir sur ce qu'on avait décapé. Mais quand on a réussi à extraire certains de ces pieux, voilà, là on avait ce pieu ici dont la tête émergeait et on en a retrouvé deux autres. Donc il faut imaginer qu'on en a raté beaucoup. Et donc là vous pouvez voir, donc là c'était le fond de fouille et là des niveaux beaucoup plus anciens qui sont pas archéologiques. Là c'est des niveaux, j'attends probablement des datations à un moment, mais ils sont vraiment plus anciens que nos occupations. Alors, en contrebas du pied du mur de talus et devant les pieux, quelques dalles calcaires ont pu être observées. Donc là, on voit les vestiges de pieux où toute la partie qui n'était pas émergée a pourri. Mais la forme du pieu a été totalement conservée dans les sédiments. Et donc, on a quand même les pieux là en bas. Ici, on n'a pas les dalles, mais sur la photo suivante, là, il reste une dalle ici que j'ai préservée. Les autres, ici, on les a observés, mais on a fait le choix ensuite de les dégager pour avoir une meilleure visibilité des pieux. Où là, on voit bien le sommet des pieux qui est complètement pourri. Donc, cette question de la variation... voilà, les dalles pourraient indiquer un aménagement de sol. Parce que, vu qu'on a un bel alignement, c'était peut-être pour marcher dessus. Et donc, pour indiquer un aménagement de sol lorsque le niveau d'eau était plus bas. Cette question de la variation du niveau d'eau se pose également au nord du mur courbe, car la première assise d'une fondation de mur a été découverte. Là, ici. Donc, lui, il est vraiment... il est 50 cm plus bas que ce mur. Creuser une fondation... Enfin, là, cette partie-là, c'est même un début d'élévation. Une élévation de mur dans l'eau, ça ne sert à rien. Et donc, cette première occupation, tous ces aménagements, sont datables du 9e siècle par du mobilier céramique, donc des poteries. Enfin, des poteries, ce sont des fragments, hein, juste les tessons, qui ont pu être retrouvés dans le talus, à la base du mur, et dans l'espace entre les deux murs, là, dans la vase ici. Mais les datations sont également précisées par la dendrochronologie. Donc, chronologie, et dendro, c'est pour les arbres, c'est dater le bois. Celle-ci permet de dater les bois en étudiant les cernes de croissance. Et nos bois peuvent ainsi être datés de 816 à 819. Je vous avais demandé de retenir la date de 816. Donc voilà, là, ce genre de coïncidence, ou pas, permettent d'orienter un petit peu la recherche sur qui a fait quoi et pourquoi. Ensuite, au cours des 9e et 10e siècles, les abords
immédiat des deux murs font rapidement l'objet de déchets détritiques. Donc du déchet, quoi. Là, ici, on a des rejets de gravats. Et sont recouverts par des nouveaux sédiments liés à la stagnation d'eau. Donc voilà, il y a de l'eau qui est là, de l'eau qui stagne, qui n'est pas en mouvement. C'est de l'eau stagnante. Et cette phase pourrait donc correspondre à une phase d'abandon, que l'on pourrait alors relier lors des invasions normandes, à la fuite des moines qui ne reviennent que vers 920-921. Là, le mobilier qui est retrouvé ici date du 9e, 10e siècle. On sait que le site est abandonné, j'ai des phases d'abandon. Voilà, ça donne envie de les relier. Aucun mobilier n'a cependant pu être associé aux Normands. Des fois que vous me posiez la question, on n'a pas retrouvé de dracard dedans. On l'a espéré, hein, honnêtement. Donc de ce côté-ci, là, de la coupe opposée, on voit mieux, enfin on voit mieux, parce que je le sais, on voit mieux la phase détritique, mais par contre la phase d'abandon, on la voit mieux de ce côté-là. Hop. Au début du Xe siècle, un fossé est creusé dans cette sédimentation. En fait, il faut suivre mon trait bleu. Là, ici, on a un joli fossé qui est creusé. Donc, on le creuse dans de la terre, c'est qu'on n'est plus en eau, hein, évidemment. Et donc, je vais vous le montrer de l'autre côté, de la même façon. Ici, le fossé. Un fossé est creusé dans cette sédimentation et son comblement régulier. Donc, en fait, on a tout un tas de petites couches qui contenaient énormément de mobilier. Même si je ne suis pas céramologue, c'est quand même ma période de prédilection à la période carolingienne au départ. Et j'ai tout de suite pu dater ce mobilier. Et il a fourni de nombreux fragments céramiques permettant ensuite la datation de ces comblements du Xe au XIIe siècle. Il semblerait qu'une remontée d'eau au XIIe siècle qui pourrait correspondre à ce niveau-ci, juste au-dessus de mon trait rouge, a eu pour conséquence une phase de remblaiement massif, mais organisé, afin d'assainir cet espace donc régulièrement, humide et régulièrement humide. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous les petits traits noirs que j'ai fait ici. En fait, ce sont les limites de chacune des petites couches que l'on a dessinées. Mais mes collègues m'ont détesté à ce moment-là. Peut-être que de l'autre côté, voilà, la phase 12e siècle, là, on voit peut-être beaucoup mieux les traits que j'ai dessinés. Et en plus, j'ai déjà mis toutes les petites étiquettes avec le numéro des couches. Ah bah non, je vais trop vite. Donc, mais donc, malgré ces remblais, cela ne suffit pas et de grands travaux sont lancés au XIIIe siècle. Une adduction d'eau monumentale maçonnée est construite. Voilà. C'est un aqueduc de 3 mètres de haut et 1,50 m de large, totalement enfoui sous une nouvelle phase de remblai. Donc, on a commencé à... Donc, quand je vous dis 3 mètres de haut, là, vous voyez bien que mes collègues, ils ne font pas 3 mètres. Donc, il y avait beaucoup à dégager. Donc, on a commencé manuellement. Et ensuite, on a fait intervenir la pelle mécanique pour qu'ils puissent dégager, mais en faisant attention parce qu'on espérait un bel aménagement du fond. Donc, j'ai une vue générale. Voilà, je voulais vous montrer la nouvelle phase de remblai qui est ici. C'est toute cette couche, cet amas de couches roussâtres qui recouvre l'aqueduc qui était ici. Mais là, on a eu des effondrements, donc on ne le voit plus.
Mais où est-ce qu'on le voit? Hop. Non, ça c'est la même. Oui, c'est cette phase-là, mais on voit moins bien le litage de couches. Donc, il est ainsi constitué de grandes dalles calcaires et son fond est aménagé également de plaques calcaires. J'ai pas pris de photo du fond, dommage. Donc, les blocs calcaires présentent encore les traces d'outils d'origine et des aménagements de renforcement à l'intérieur ont été découverts, comme des contreforts qui ont dû être rajoutés à l'intérieur pour pallier certaines faiblesses de la construction. Mais les remblais pour recouvrir l'aqueduc ont aussi permis de niveler le terrain. Vous voyez que là, au-dessus de ces remblais, c'est donc la ligne verte, on voit que la pente n'est déjà beaucoup plus marquée. On se retrouve en fait sur un site qui a été nivelé et qui est quasi horizontal. Et qui a évidemment permis d'assainir définitivement le secteur. Ce nouveau niveau permet la construction de nouveaux bâtiments durant les XIIIe et XIVe siècles, parce que l'aqueduc est donc du XIIIe siècle, donc on est immédiatement après, au mieux XIIIe, mais XIVe siècle. Un bâtiment dont un mur avait été découvert lors du diagnostic que je vous avais présenté, et un autre avec une pièce quasi complète. Voilà, là on voit bien le rectangle, l'angle avec une base de colonne, et c'est surtout que ce bâtiment est construit immédiatement sur l'aqueduc. La voûte, là, ce qu'on appelle l'extrado, c'est-à-dire le dessus de la voûte, est à 20 cm là, de la fondation. Ils ont vraiment construit leur bâtiment sur l'aqueduc. Mais donc le long de ces bâtiments, on a aussi des segments de caniveaux, comme je vous avais montré sur la photo du diagnostic. Là, dans l'angle, on a aussi un des caniveaux. Enfin, c'est la suite du même caniveau. Qui se déversait probablement dans une... alors probablement, c'est une hypothèse toute récente que j'ai, dans une vaste structure circulaire maçonnée, mais qui est en profil de cuvette. Cette structure a été recouverte, mais au cours du temps, avec la sédimentation qui s'est faite par-dessus, elle s'est effondrée sur elle-même, et ce qui a fait un effet de soutirage, et tous les remblais qui étaient par-dessus sont redescendus de 50 cm, ce qui nous a un peu piégés, nous, lors de notre décapage, pour comprendre cette stratigraphie, parce qu'on avait là, à un moment, une inversion de couche. Et au nord, le probable mur d'enceinte du XIVe siècle, qui a été construit donc avec le remploi des bâtiments démolis pendant la guerre de 100 ans. Et donc, il faut se dire que alors archéologiquement, très beau bâtiment, construit au XIIIe, mais plutôt XIVe siècle, il est détruit à la même période, enfin, quelques temps après, parce qu'on construit le mur d'enceinte le long immédiatement ici, et tous ces niveaux sont totalement abandonnés. Donc je dois avoir... oui. Donc au nord, le probable mur d'enceinte, il est construit immédiatement contre l'adduction d'eau, justement l'aqueduc, tandis qu'un mur massif sur une fondation débordante, que je vais vous montrer, donc là le mur d'enceinte, avec une fondation débordante. Donc vraiment juste nous on voyait là en contrebas, en fait on voyait le mur de l'aqueduc. Ce n'est même plus le mur d'enceinte. Et légèrement au nord, on est à 3 mètres, un mur de berge du bief dit fossé Saint-Babolin. Donc voilà, quand je vous dis qu'il est sur une fondation débordante, on voit bien, j'espère que vous voyez bien de ce côté-ci et légèrement de ce côté. Et
de face, donc de ce côté-là, la face du mur de berge, avec sa fondation et la sédimentation, là par contre, du cours d'eau, là, du bief, et où là, on a des pierres, on a des petits graviers, là, c'est de l'eau qui coule. Contrairement à ce que je vous montrais là-bas, de l'autre côté, où c'était que de l'argile, donc des particules très fines, c'est pas de mouvement. Ici, des pierres, des petits graviers, on avait aussi plein de petits coquillages, c'est de l'eau en mouvement. Donc, on va revenir complètement à l'opposé de l'emprise, donc au sud. Donc ici, vous avez le mur de talus. Les vestiges sont beaucoup plus denses, parce qu'on est beaucoup plus proche en fait des bâtiments de l'abbaye qui sont aussi conservés, mais on s'est éloigné du mur d'enceinte et donc on se rapproche de l'occupation. Mais voilà, la densité, c'est joli sur les photos, mais c'est plus compliqué pour l'interprétation. Ainsi, probablement au XIIe siècle, un mur à contrefort se superpose exactement sur le mur de talus. Pour ça que je vous avais montré la limite supérieure du mur de talus, c'est que immédiatement au-dessus, en fait, c'est un autre mur qui se construit après un recouvrement. Donc le mur de talus n'était plus visible et ils ont quand même reconstruit immédiatement au-dessus. Donc il devait y avoir une limite importante ici. Et donc on a un très beau mur. J'ai une description. Il est constitué de blocs calcaires liés au mortier très sableux orangé. Et donc l'emplacement de ce mur conforte la limite importante qui a perduré. Donc la fouille au sud de ce mur, donc c'est ici le sud, a ainsi permis la découverte de murs et d'aménagements. Un alignement, normalement la photo suivante, voilà, donc on est un peu plus à l'ouest, c'est ici le mur avec son joli contrefort. Ici on a un alignement de grands blocs, vraiment grands blocs calcaires. Hein. Nous on les appelait des frigos, hein, pour vous donner une idée. Orienté nord-sud, est antérieur au mur du XIIe et donc pourrait avoir servi de renfort au mur de talus. C'est l'hypothèse qu'on a parce que sinon on n'en a pas d'autre. 2 murs ont été observés à l'est, donc hop, je me déplace à l'est. Donc ici, un bout de mur nord-sud et un bout de mur est-ouest qui pourrait également être antérieurs au XIIe siècle, mais étonnamment, ils ne sont absolument pas perpendiculaires entre eux. Mais bon, le contact a été perdu par le creusement et l'installation d'un puits contemporain. Bon, sans compter la canalisation d'eau aussi. Et on a un long mur orienté est-ouest, donc c'est celui-ci, qui est cependant décalé du mur du XIIe. Il traverse l'emprise de la fouille. Donc là, le manque, hein, c'est par notre sondage mécanique. Hein. Et il s'établit sur une fondation massive et débordante également. Donc j'ai un a priori pour ce mur-là, enfin c'est un peu plus qu'un a priori en fait, du XIIIe, XIVe siècle. Mais enfin, XIIIe, XIVe siècle au maximum, parce que autant le mur du XIIe siècle que les différents murs dont je viens de vous parler sont recoupés par ce caniveau, là vous le voyez bien, il y a une partie des dalles qu'on a enlevées et celles-ci on les a laissées en place. Et ce caniveau, comme l'autre que je vous ai présenté, sont particulièrement bien datés et sont du XIVe siècle, voire même pour certains, on a du mobilier XIIIe siècle, mais il pourrait être du XIVe. Et donc tous ces murs seraient donc antérieurs au XIVe siècle. Mais ce mur, même s'il est construit au XIIIe, XIVe et qu'il est traversé, il perdure quand même dans le temps
et d'autres murs s'appuient dessus ultérieurement, comme celui-ci et celui-ci. On voit bien sur le terrain qu'ils n'ont pas été construits ensemble. Il n'y a pas de chaînage. Ils viennent se construire et s'appuyer dessus. Malgré ces découvertes, ces murs, aucun sol aménagé n'a pu être mis en évidence. Voilà. Enfin, je vous ai présenté justement des photos de sol comme la cuisine avec son magnifique sol, les tomates glacurées de la chapelle. Nous, on n'a pas eu ça. Non, nous, on a eu de la terre sur de la terre sur de la terre. Mais c'est bien les sols, mais là, non. Donc, tous ces vestiges étaient recouverts d'un épais niveau de terre brune que j'interprète comme de la terre à jardin. Bon, cette interprétation est grandement facilitée par les plans modernes qui identifient cet espace comme les jardins de l'abbaye. Mais d'un point de vue sédimentaire, on voit que c'est de la terre à jardin qu'on en a déjà vu. Étonnamment, très peu de mobilier a été découvert dans cet espace de jardin et aucun aménagement n'a été mis en évidence. De même, aucun vestige ou niveau de démolition du XVIIIe siècle n'a été constaté. Normalement, des démolitions, ça se voit. Alors, on a quelques phases de récupération, mais pas de démolition. On abat des murs, on lève des gravats. Quand on récupère du matériel, enfin du matériel de mur, on prend les pierres, mais tout ce qui est mortier est laissé sur place, ça s'effrite. Là, on en a très très peu. Enfin, vraiment pas de niveau de démolition. 18e. Et on fait le grand saut. En 1921, les dominicaines font construire un bâtiment. C'est peut-être 1920 d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au début. Ouais. Les dominicaines font construire un bâtiment dont les fondations et quelques aménagements annexes ont également été étudiés. C'est pas parce que c'est du XXe siècle qu'on ne l'étudie pas. Maintenant, on dit que l'archéologie commence hier. Donc, il me manque une image. Bon, dommage. Et donc, une pierre de fondation scellait une boîte en fer contenant une bourse. Voilà, donc mes collègues étaient tout contents et je ne comprenais pas pourquoi ils tapaient sur une pierre avec une pioche. Et en fait, voilà, ils ont vu qu'il y avait eu en fait, la pierre avait été creusée et refermée avec un mortier. Et donc, à l'intérieur, une boîte en fer très abîmée et à l'intérieur, une petite bourse. Ouais, là, il y a eu un mélange, la vue générale de l'adduction. Ah, et voilà, donc, c'est celle-là qui s'était perdue. Là, c'était pour vous montrer la vue générale, là, avec le caniveau, vraiment ces belles pierres. Là, une portion de la structure circulaire dont je vous avais parlé. Et je trouvais intéressant de vous montrer la pelle mécanique, ses acrobaties. Parce que sans pelle mécanique, on ne peut pas fouiller un chantier pareil et 6 mètres de profondeur. Et donc voilà, au moment du premier décapage, et là, on voit les fondations, une ici, une autre ici. Et ces fondations se superposent exactement sur les contreforts du mur du XIIe siècle. Là, vraiment, elles sont parfaitement dessus. Alors que ce mur ne se voit plus depuis des siècles. De la même façon, pour le XXe siècle, une grande fosse remplie de gravats de démolition, pierres, plâtres et tuiles et briques, a également permis de découvrir les fragments d'une statue en ciment qui devait ornementer le square de l'abbaye. Ça, c'était dans les tout premiers jours. Donc, même si c'était du XXe siècle, on a trouvé ça... anecdotiquement, c'est sympa, mais c'était vraiment intéressant de trouver ça. Alors, voilà, je vous ai présenté les vestiges, mais
je vais vous présenter très rapidement le mobilier archéologique. Donc, essentiellement la céramique. Donc, d'abord, le mobilier céramique du Haut Moyen-Âge, donc la période carolingienne et 11-12e siècle. Donc, c'est extrait de la spécialiste céramologue. Donc là, les mots ne sont pas de moi. Donc, on y a découvert une pièce exceptionnelle dont ne subsiste qu'un fragment de bord. Celle-ci, sans doute une cruche, se différencie à la fois par sa forme et son décor. Une glaçure recouvre entièrement l'extérieur de la pièce, jaune en partie haute. J'ai l'image, en fait, ça sera mieux. C'est pas celle-là en plus. Voilà, c'est ce fragment-ci. C'est cette échelle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il fait à peine 10 cm. Il était à peu près grand comme ça. Glaçure jaune en partie haute. Elle apparaît plus verte en partie basse. Le bord est délimité en partie basse par un cordon digité, donc au doigt, très saillant. Une molette losangique. Il y a une photo de détail ici. Là, c'est fait avec des panneaux triangulaires. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'usage de la glaçure reste rare à la période carolingienne et ne concerne que des récipients de qualité à destination d'utilisateurs privilégiés. Le mobilier de l'époque carolingienne est cependant remarquable par la diversité des formes présentes. Des pots, bien sûr, mais aussi des cruches de différents types, dont sans doute une partie supérieure de cruches à 3 anses, modèle assez rare, et des mortiers. Mais des formes moins fréquentes sont listées comme des gobelets, dont l'un en pâte sombre proche des exemplaires produits sur l'atelier de Vanves. Et on retrouve aussi un couvercle creux entièrement peint sur l'extérieur. Donc on a essentiellement des productions locales d'Île-de-France. Pour le reste du Moyen-Âge, je vais revenir sur cette figure là où on voit un creuset de façon anecdotique et non, ça c'est pas une anse, là ça doit être justement un gobelet. Là le couvercle ici, fragment de couvercle. J'ai fait le choix de ne pas vous mettre les dessins où il n'y a que les céramologues qui comprennent et les photos peuvent être un peu plus parlantes. Donc le mobilier céramique du Moyen-Âge. Je vais quand même lire la première page. Les productions céramiques identifiées correspondent à celles connues à Paris et dans sa périphérie pour cette période. Donc, outre un apport à la chronologie du site, cette étude du mobilier céramique a permis de mettre en relief quelques particularismes dans la composition des assemblages et plus spécifiquement entre les XIIIe et XIVe siècles. Donc, malgré une fragmentation importante du fait des contextes archéologiques, il apparaît qu'à partir de la fin du XIIe siècle, la part de récipients de service de la table ou des liquides est notable et peut donc alors directement être liée à l'environnement ecclésiastique. Alors qu'au XIe, XIIe siècle, on est plutôt sur de la vaisselle qu'on trouverait dans des populations plutôt rurales. Donc, outre la présence récurrente de fragments de pichets glacurés, donc c'est ces fragments glacurés à bandes appliquées très décorées, des fragments de panse peintes. Pourquoi j'ai gardé ça? Donc le reste appartient, selon toute vraisemblance, à des récipients destinés au service ou au stockage de denrées. Les rejets piégés dans ces remblais témoignent ainsi d'un environnement particulier, directement lié à l'abbaye et peut-être à l'hôtellerie de l'abbaye. La présence d'une anse gravée pourrait aller dans ce sens. Je ne me souvenais plus de cette phrase, et ce qui fait qu'il va falloir que je m'intéresse justement à cette anse gravée. Et j'aurais pu vous la présenter si j'y avais fait attention. On a aussi un petit peu de mobilier métallique. On n'a pas d'outillage, vraiment d'ustensiles,
mais j'ai pu remarquer quelques fragments de fer à cheval, mais aussi un lot de clés qui sont caractéristiques du Moyen-Âge. Mais pour l'instant, on n'a que des radiographies. Donc, c'est quand même un peu moche à présenter. Et donc, ça sera une collègue aussi du service qui étudiera ce mobilier. Par contre, vu notre contexte, on a aussi des études spécifiques par des spécialistes, donc des études qui sont en cours ou vont être lancées. Donc, ce sont des études environnementales. Donc, je ne peux pas m'avancer encore sur ces résultats qui seront donc à venir, vu qu'elles n'ont pas commencé. On a un archéologue qui lui étudie la faune, donc les restes osseux animaux. Donc, son étude débute et va permettre ainsi de caractériser l'alimentation animale carnée par les moines. Mais on en discutait avec Pierre Gillon. Voilà. Les moines ne sont pas censés manger de la viande. Donc, c'est peut-être plutôt lié, dans ces cas-là, à l'hôtellerie et à l'accueil des pèlerins. Donc, je vous ai déjà parlé de la géomorphologue, son étude va permettre d'apporter des réponses aux dynamiques d'évolution du milieu et du paysage. Il est aussi prévu de faire appel à la palynologie, donc l'étude des pollens, et à la carpologie, c'est l'étude des graines. Et les pollens se conservent déjà relativement bien. Et là, dans nos milieux humides, on a encore plus de chances d'en trouver. Et donc, palynologie et carpologie permettent de restituer l'environnement végétal du site au cours des occupations. Et donc, en conclusion, voilà la poêlon complet du XIIIe siècle, c'était dommage, qui a été retrouvé dans l'un des caniveaux, donc, qui sont du XIIIe, XIVe siècle, mais bon, lui, il est du XIIIe siècle. Et vu son état, il n'a pas servi non plus pendant un siècle. Hop, on garde ça pour après. Donc, cette fouille d'archéologie préventive était donc une occasion unique d'explorer ce secteur de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. Le contexte hydraulique colmaté est ainsi une réserve propice à une approche paléo-environnementale des occupations et de leur environnement, évidemment. Les vestiges carolingiens mettent ainsi en lumière les premiers siècles de l'abbaye et notamment son implantation, son adaptation à son environnement, jusqu'à remodeler la topographie et le paysage. Je dis que c'est l'implantation du site, on a les vestiges carolingiens, mais on n'a absolument pas vu de vestiges qui laisseraient, de l'époque mérovingienne, qui est l'époque de fondation de l'abbaye. Et par contre, ensuite, pour le Moyen-Âge, les aménagements et bâtiments découverts des XIIIe et XIVe siècles offrent un nouveau regard sur cette période et sur l'extension des constructions avant les destructions de la guerre de Cent Ans. Et donc, juste par rapport à l'image suivante, au-delà de cette fouille et de son rapport, le service archéologie du conseil départemental, en collaboration avec la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Maur-des-Fossés, avec la contribution du ministère de la Culture, donc de la DRAC Île-de-France, nous avons réalisé une visite virtuelle de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, présentant une reconstitution virtuelle, l'historique et l'archéologie de ce site. Donc, un grand merci à toute l'équipe et merci pour votre attention. Grand merci pour cette présentation. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous souhaiteraient demander quelques précisions? C'est le moment, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On commence là. Oui, bonsoir. Vous nous avez montré la restitution virtuelle. Ça aurait peut-être été sympa de l'avoir dès le début. Ce qui serait intéressant, je pense, pour nous tous, c'est de nous dire à peu près où se situe le secteur sur cette image, le secteur fouillé sur cette image. Ah oui, oui.
Non, mais voilà. Alors, sur cette image, on a un bâtiment, une partie des murs correspond à ce bâtiment. On est décalé de quelques mètres de ce mur d'enceinte. On est dans cet espace, ici. On n'a pas la tour. Si, il y a une tour. Mais oui, c'est vrai que j'aurais dû montrer la fouille où elle était sur l'emprise de la Bible. Oui. Ouais. Deux questions. Premièrement, quel était le niveau moyen de la Marne avant les barrages à cet endroit-là? Avant les barrages Ah oui, parce que le niveau n'était plus... Il y avait peu d'eau en été. Oui, oui. Donc le niveau, quand vous nous parliez que l'eau rentrait constamment dans le terrain, ça n'était peut-être pas la même chose à l'époque, quand les pierres ont été mises. On est quand même dans des niveaux qui avaient de l'eau au IXe siècle. Ah d'accord. Bon. On était dans l'eau. Mais justement se pose la question de la variation du niveau d'eau, parce qu'il y a des niveaux où les dalles ou les fondations qui sont immédiatement sur ce fond de fouille, c'est qu'on était hors d'eau à ce moment-là. Donc, il y a quand même eu des variations climatiques. Des variations. Oui. Après, on peut aussi imaginer des constructions qui sont saisonnières, et ils les font en été quand c'est bien sec, en se disant, d'abord, on reviendra ici que l'été. Je vous dis ça comme ça, sans y avoir réfléchi, mais c'est l'une des questions auxquelles je dois répondre, c'est la variation du niveau d'eau, mais là, ça sera la géomorphologue qui m'apportera ces réponses. Lors de notre dernière réunion avec le service régional de l'archéologie, on m'a rappelé de poser cette question. Donc, vous la posez, mais vous n'êtes pas les seuls à la poser. D'accord, c'est bien, je ne suis pas tout seul. Donc, voilà, c'est que c'est une bonne Deuxième question, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de tous ces travaux? Est-ce que ça a été rebouché ou est-ce qu'on a tout détruit Alors, c'est de l'archéologie préventive. C'est-à-dire, avant la construction d'un aménagement, on sauvegarde ces vestiges scientifiquement. Nous les avons fouillés, mais fouiller, c'est détruire. Vous voyez, ces 6 mètres de remblais médiévaux, ce sont même les remblais sont des vestiges archéologiques. Quand nous les fouillons, quand le mur, j'ai envie de le voir et j'ai envie de comprendre comment il est construit, et je mets des coups de pelle mécanique à travers, je détruis mon sujet d'étude. Vu que je l'ai moi-même détruit, on laisse construire l'aménagement. Nous, on est censé sauvegarder scientifiquement par de la documentation, de la photographie, des dessins, des prises de notes, mais ne pas empêcher le développement et la construction. Sinon, on continuerait de vivre dans des bâtiments du XIIe siècle, voire antiques pour certaines villes. Et ce n'est pas une bonne idée. Mais oui, c'est pour ça que j'ai fait le choix de présenter l'archéologie préventive et sa définition, et que c'est une loi récente, elle n'a que 20 ans. J'ai commencé à travailler avant cette loi, on l'a fêtée sur un chantier. C'était un énorme pas. C'est un financement officiel et l'entrée de l'archéologie dans la loi. Avant, c'était de l'archéologie de sauvetage. Les fouilles des années 60 pour la construction de la maison de retraite, ça a été sauf qui peut. Enfin, c'était une autre époque. Ça a été un énorme pas. Alors, c'est pas parfait. On est contraint par des délais, par ce que peut mettre l'aménageur, mais c'est un moindre mal. L'aménageur construit et paye en tant que casseur-payeur, sur le principe du casseur-payeur. Et nous, on sauvegarde ce qu'on peut scientifiquement. Mais sauvegarder... Enfin, on ne pourrait pas tout garder. Enfin, et si on le gardait, il faudrait aussi le conserver. Et là, c'est encore pire. Je voulais compléter d'une part la question de Louis Stressel concernant les côtes anciennes de la Marne. On connaît toutes les côtes anciennes
puisqu'on les a dans les études des ingénieurs du 19e siècle. Mais pas jusqu'au 9e, mais oui. En revanche, il faudrait les transcrire en code de nivellement actuel. Il y a un petit travail à faire. Je crois me souvenir de la cote d'étiage de 32 mètres qui correspondrait à votre fond de fouille, sauf qu'il faudrait la transcrire quand même un petit peu. Je voulais donner des petites rectifications sur la partie historique. C'est possible. Alors, en particulier la réforme de 816, qui ferait suite à un relâchement de la vie monastique. Alors, le relâchement, il est dans la tête des historiens de l'époque, parce qu'il n'existe pas dans les textes. Et alors, moi j'ai eu droit à des cours d'histoire de monastique à l'école des hautes études autrefois, et dont Dubois, qui était un moine et qui nous enseignait, nous a dit, mais vous savez, pour réformer la vie monastique, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un relâchement auparavant. Donc, on n'a pas de trace de relâchement, on a des preuves certaines du parfait fonctionnement de l'abbaye en 774, lorsque Charlemagne lui renouvelle ses privilèges, et également en 811, lorsque le comte de Paris-Étienne demande aux moines de prier pour son âme. Alors là, la grande question, c'est comment il est possible qu'en 816, le comte de Paris-Bégon, qui est le frère du comte Étienne qui venait de mourir, déclare qu'il vient de restaurer une abbaye qu'il a trouvée presque complètement détruite. Alors qu'on est en période complètement pacifique dans la transition entre Charlemagne et Louis le Pieux, et que, alors, le comte Bégon, il ne fait que passer très rapidement. Ça, c'est un problème aussi. Parce qu'en 814, il était encore en Aquitaine, il rapplique avec Louis le Pieux, dont il était le grand ami à la mort de Charlemagne, et tout d'un coup, en 816, il a déjà restauré une abbaye qu'il a trouvée complètement ruinée. Alors, moi, je me suis dit, mais il exagère un peu, il fait sa pub auprès de l'empereur pour obtenir des avantages. Et là, vous amenez un éclairage nouveau. Bon, déjà, moi, je doutais un petit peu qu'il ait pu restaurer l'abbaye, mais vous confirmez qu'il y a eu des travaux exactement à cette époque, donc c'est bien vrai. En revanche, l'idée avec ce grand mur qu'il y aurait eu une inondation qui aurait détruit les vieux bâtiments mérovingiens, ça, on est dans le très vraisemblable. Sauf qu'on n'en aura pas de preuve parce que les notations climatiques à l'époque carolingienne sont très rares. Oui. Et voilà. On n'a pas de niveau mérovingien. Mais ce serait une possibilité, parce que le comte Bégon, il déclare ça en 816, il n'est pas là depuis longtemps, et il meurt à la fin de la même année. Difficile, hein? Voilà, cela dit, en fait, il s'agissait surtout d'introduire la réforme de Louis le Pieux, qui était on peut dire la rénovation de la règle de Saint-Benoît, parce que c'était toujours la règle de Saint-Benoît, mais avec des articles un petit peu nouveaux ou plus précis, et en partie très rigoureux justement sur l'interdiction de la viande. Et alors l'autre précision, ça concerne aussi, c'est aussi historique, ça concerne le retour des moines en 921. Alors oui, on a des moines qui reviennent en 921 ou environ, mais en fait, on sait maintenant que comme dans toutes les abbayes où les moines fuyaient les Normands, en fait, soit ils en laissaient sur place une partie, soit une partie revenait presque aussitôt. C'est-à-dire que les abbayes n'étaient jamais complètement abandonnées. Donc là, c'est sûr dans le cas de l'abbaye de Saint-Maur, parce qu'il y a une troupe de moines qui s'est réfugiée en Lyonnais et qui a obtenu des privilèges là-bas, et pendant que d'autres étaient bien forcément restés sur place, puisqu'ils obtiennent aussi des privilèges. Voilà. Alors évidemment, archéologiquement, ça ne vous change rien. Oui. Mais il y a sans doute moins de monde pour entretenir ce secteur qui est certainement. Et ce mur, en fait, il crée une limite. Au-delà de ce mur, à l'époque carolingienne, on est en dehors de l'abbaye, en fait. Enfin, a priori. On est à l'extérieur, on est dans un marais, donc on est à l'extérieur. Tout à fait. Et bien alors, ce qui est intéressant là dans le cas de votre fouille, c'est que effectivement le mobilier semble indiquer qu'on est bien dans le secteur des hôtelleries, et en particulier de l'hôtellerie des riches, des personnes de condition, parce que les abbayes avaient toutes 2 hôtelleries pour accueillir les pèlerins, les gens de passage, etc. Il y en avait une pour les riches, une pour les pauvres. Les riches arrivaient à cheval, donc soit c'était des riches bourgeois, soit c'était des nobles, et les pauvres, eux, ils arrivaient pieds nus.
Donc les pauvres, on les nourrissait, on leur donnait une livre de pain et une mesure de vin. Et les riches, au contraire, ils faisaient une aumône de préférence assez large, avec laquelle à la fois ils étaient nourris et on avait de quoi nourrir les pauvres. Donc la vaisselle pour les riches ne pouvait pas être la même que celle des pauvres. La vaisselle que vous avez pour moi, du moins pour celle qui est la plus riche, la vaisselle carolingienne, peut être celle des riches, elle ne peut pas être celle des moines. Non. De toute façon, celle des moines, elle était souvent en bois, donc vous la trouverez peut-être plus difficilement. C'est pour ça qu'on espérait ce genre de vaisselle en bois au fond. Enfin, bien sûr. Il y a un site comme ça qui a été fouillé en bord de lac où il y a quantité de mobilier en bois qui a été trouvé, alors que sur des sites ou urbains ou ruraux encore moins, il n'y en a aucune trace. On ne sait, archéologiquement, on ne sait pas que ça existe. On sait que ça existe, mais archéologiquement, ça n'existe pas, à part sur 2-3 sites dans des niveaux, qui ont des niveaux humides et où ces éléments ont été conservés. Mais nous, on n'a rien. C'est pour ça que c'est vraiment de l'eau stagnante. On n'a même pas de branches. Enfin, on a 2-3 branches de temps en temps, mais non, rien n'a été jeté en bois. Dommage. Mais il semblerait que vous ayez trouvé des signes extérieurs de richesse dans la vaisselle. Est-ce que ça voulait dire que les pèlerins étaient riches, comme vient de dire Père Ginon, mais surtout, comme c'est une abbaye qui venait pour guérir de quelque chose, est-ce que s'ils étaient riches, de quoi avaient-ils peur? En tous les cas, qu'est-ce qu'ils cherchaient de quoi ils cherchaient à se guérir? Saint-Maur est connu pour, j'allais dire pour soigner, non. On considère qu'il pouvait soigner la goutte, notamment. Donc, c'est pour ça que je ne sais plus à quelle période, mais Pierre me corrigera, on a un empereur germanique qui vient en pèlerinage. Oui, tout à fait. Mais en revanche, pour la richesse de la vaisselle carolingienne, ce n'est pas forcément des pèlerins. Ça peut être des personnages riches qui séjournent à l'abbaye. Ça, il n'y a pas de problème. Ils étaient accueillis. Tout le monde était accueilli à l'entrée d'une abbaye, hein. Simplement, quand vous étiez riche, vous pouviez rester le temps que vous vouliez, puisque vous payez. Quand vous êtes pauvre, non, vous ne pouvez pas rester longtemps, hein. Et dans tous les cas, pour la céramique au moins médiévale du XIIIe-XIVe siècle, c'est de la céramique riche, entre guillemets. On va la retrouver dans des contextes urbains, mais on ne va pas la retrouver dans des contextes ruraux. Mais ce n'est pas non plus de la céramique princière, hein. C'est un peu élevé, mais pas non. Enfin, c'est de la vaisselle qui est quand même très très commune, mais plutôt dans des milieux urbains. Enfin, dans toute l'Île-de-France, ces céramiques glaçure verte avec ces décors, on en a sur tous les sites urbains. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'on a une idée de l'importance, le nombre de moines qu'il y a pu y avoir à la période la plus faste? C'est pas moi qui aurai la réponse, honnêtement. Je vais même pas essayer. L'âge d'or, c'est les 11e, 12e siècles, traditionnellement, mais à vrai dire, la période carolingienne, elle est assez belle aussi, et malheureusement, les chiffres, c'est souvent assez difficile. Saint-Maur est une abbaye de taille moyenne. En Île-de-France, elle est quand même la 3e, mais très loin derrière Saint-Denis et loin derrière Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est déjà pas mal. Alors on a des chiffres au XIIe siècle qui sont de l'ordre d'une quarantaine de moines dans l'abbaye, mais il y a aussi 9 prieurés. Et dans les prieurés, il y a 1, 2, 3 ou même jusqu'à 12 moines. Voilà, c'est ces ordres d'idées. Mais on a des indications à l'époque carolingienne. J'avais étudié il y a peu de temps le témoignage d'un moine qui enseignait justement comment faire des monastères, Hildemar. Et alors, bon, il avait l'air de considérer qu'une abbaye de 40 moines, c'était déjà gros, 40, 60, mais il existait aussi des très grosses abbayes de plusieurs centaines de moines, probablement ingérables d'ailleurs.
Pas d'autres questions? Ah. Les pieux, ils servaient à quoi, s'il vous plaît? C'est du soutènement en milieu humide, non? Ça soutient forcément quelque chose, mais je n'ai justement aucune idée. Pour les pieux qui sont contre les murs, c'est facile, ils tiennent les murs. Pour ceux qui sont entre les murs, et en plus je n'ai pas de plan bien défini de leur répartition, c'est compliqué, c'est que j'ai quand même en sommet de ces pieux, donc la partie émergente, qui fait ça des fois, j'ai quand même certains pieux qui ont donc ces têtes qui ont des traces d'assemblage. Donc on est quand même au sommet de l'assemblage. Mais on n'est donc pas sur une plateforme. Donc, est-ce que ça soutenait juste un plancher? Ça fait quand même des sacrés pieux pour un plancher. Il faut arriver à enfoncer 2,40 m de pieux dans la vase. On ne les enfonce pas dans l'eau. J'arrive pas à trouver. Par exemple, Strasbourg était construit avec plein de pieux. Donc, c'est la ville de Strasbourg, oui, mais là c'est pas des constructions comme ça qu'il y a dessus. On a suffisamment de murs et Enfin, là, c'est pas ça. Et là, nos pieux seraient trop petits pour... ce sont des cure-dents à côté de Strasbourg. Alors, on était très contents d'avoir... Enfin, vraiment, j'en avais déjà sorti des bois. Mais là, le bois de 2,40 m, on était contents. Enfin, vous avez vu, on fait les pêcheurs. Mais non. Alors, donc, puisqu'on n'a pas d'eau courante, donc le moulin n'était pas là. Non. En revanche, est-ce qu'un port serait possible? Je pense qu'on aurait beaucoup plus de déchets dans ces niveaux. Mais pour l'instant, je vais continuer à dire qu'on est dans un espace qui semble peut-être fermé, au moins j'ai deux murs, qui est fermé avec de l'eau stagnante. Mais j'ai pas suffisamment d'éléments pour commencer à avancer à un port. Surtout qu'il y a les pieux qui gênent le déplacement dans ces cas-là de bateaux, de barques. Donc, sur le terrain, vous avez bien vu que c'était c'est ce qu'on privilégiait quand même. J'ai oublié le mot. Non, comme identification, voilà, c'est vraiment ce qu'on avait envie de voir sur le terrain. Mais plus je cherche d'éléments, plus j'ai d'éléments contre. On a un espace avec de l'eau stagnante, fermée. Mais il y a ces pieux qui empêchent tout mouvement. Et ce n'est pas des pieux pour tenir une barque. Dans ces cas-là, on a trop de pieux. Donc, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je ne suis pas sur l'identification du port. Mais dans le rapport, il y aura ce que je vous dis pour essayer de démonter cette hypothèse, pour dire oui, j'y ai pensé. Et voilà ce que je vois qui va à l'encontre. Mais j'arrive pas à avoir assez d'éléments pour dire oui, c'est sans doute ça, même si ça serait quand même bien comme idée. De toute façon, l'abbaye avait un port. Ça, on le sait, mais là, je peux pas dire que j'en ai un. Bien. Enfin, pour l'instant, je suis pas prêt à l'affirmer. Bonsoir. Est-ce que vous envisagez d'autres fouilles sur le site ou est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour? Alors, là, on était dans le cadre d'une fouille d'archéologie préventive, donc c'est lié à l'aménagement, donc l'agrandissement de la maison de retraite. C'est son projet, on ne déborde pas. Ça ne vous plairait pas si votre voisin fait une construction, il y a une fouille et moi je dis « Ah, ça a l'air bien de l'autre côté du mur ». Non. Donc, on sait qu'il y a des choses de l'autre côté, mais pour l'instant, on ne peut pas y aller dans le cadre de l'archéologie préventive. Alors, je dis on, c'est moi et donc le service régional de l'arc. Je dis et le service, c'est pour les représentants au fond avec ma chef. On réfléchit à peut-être
faire un projet de fouille, donc dans ces cas-là, programmé. On choisit un endroit, il faut avoir les accords, il faut avoir un financement. C'est plus la même chose. Et d'abord, il faut que je rende ce rapport. Alors, je peux préciser qu'il va y avoir des interventions archéologiques en fonction de certains travaux de restauration. C'est pour l'instant l'état d'intention. Donc de la même façon, en 2015, j'étais intervenu donc pour des diagnostics. C'était pour des petits aménagements qui étaient prévus pour le bord de la tour Rabelais, du mur d'enceinte. Et donc dans la Villa Bourrière, on avait fait des sondages et forcément découvert des vestiges aussi, dont des vestiges plus anciens que la tour Rabelais, avec trois sépultures carolingiennes antérieures à la construction du mur. Enfin, on avait une des sépultures qui était tronquée par la fondation du mur. Donc là, archéologiquement, c'est facile. La tour a coupé la sépulture, donc elle est postérieure. Voilà. Sauf s'ils ont enterré un demi-bonhomme contre le mur. Oui, je crois savoir qu'il y a le chantier du Grand Paris à proximité. Oui. Et est-ce qu'à l'occasion de ce grand chantier, il a été fait des découvertes archéologiques? Non, mais pour une bonne raison, c'est que juste au-dessus, donc je ne sais plus comment s'appelle cet espace-là de formation, là où d'accueil des enfants, qui est juste au-dessus. L'IME, voilà. Il y avait eu une opération archéologique par un collègue qui n'avait pas donné lieu à des découvertes. Il a donc été considéré que l'espace juste en contrebas pour c'est pour une sortie d'aération du métro. C'était un petit espace, il n'y avait rien au-dessus, on était très proche de la Marne. Il a été considéré qu'il n'y aurait pas de vestiges. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais donc, il n'y a pas eu d'intervention, pas de découverte. Et moi, j'avoue que j'ai un peu de regret à ce sujet-là, qu'il n'y ait pas eu de suivi, parce que j'ai eu un témoignage, mais postérieurement, comme quoi, à un moment donné, ils auraient sorti des quantités de pieux de taille extraordinaire, d'après une riveraine, mais évidemment, elle n'a pas pris de photo, c'était un certain temps après, donc il n'y avait aucun moyen de vérifier, et c'était peut-être, même probablement vers cet endroit-là, qu'il y avait une énorme bonde, une vanne en bois, qui est mentionnée encore au XVIIIe siècle, et qui fermait apparemment l'arrivée des eaux de la Marne vers l'abbaye. À cet endroit-là, on se retrouve à l'embranchement entre la Marne et le Bief, justement. Vous avez évoqué trois sépultures, mais il n'y en avait pas d'autres dans les fouillis? Non, alors les trois sépultures, elles avaient été trouvées en 2015. C'était sur une autre opération. Mais là, on n'a aucune sépulture. On a... Vu que je n'avais pas parlé, je n'ai pas vérifié, mais on a sur toute l'emprise de la fouille, on a un niveau qui est au maximum épais comme ça, de grave, roussâtre, vraiment du petit gravier. Et le seul mobilier qu'on a dans ce niveau, et sur toute la surface, on n'a que de l'ossement humain. En fait, ce remblai correspond à une vidange de cimetière. Donc on est à la fin du Moyen-Âge, je crois, de mémoire. Mais voilà, ils avaient besoin de remblai, ils avaient besoin de vider un cimetière, ils ont fait, on va tout étaler. Donc on a des calottes crâniennes, on a des fragments de fémur. Ça, c'est les gros morceaux qui sont identifiables, mais sinon, c'est ma collègue anthropologue spécialiste qui les déterminera. On a fait du tri parce qu'on n'allait pas récupérer toute la surface, et puis ce ne sont plus des sépultures, ce sont des os sortis de sépultures mélangées et étalées. Donc
d'un point de vue étude, c'est dire oui, c'est de l'os humain, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Mais ce choix dans l'aménagement et de ce secteur, mais quelque part d'aménager autrement un cimetière, pose aussi question et permet aussi de réfléchir. Bien, eh ben, je vous remercie et je vous donne rendez-vous en mars, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 mois, pour notre prochaine conférence qui va nous promener dans les rues de Saint-Maur et où on pourra s'amuser, vous vous amuserez à découvrir la vision actuelle et la vision ancienne d'un certain nombre de lieux emblématiques de notre ville, Saint-Maur hier et aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.